Bonjour et bienvenue à ce webinaire Réputation 2023 de Léger. Ça fait toujours plaisir de voir que l'intérêt est toujours là. Vous êtes près de 200 aujourd'hui et ça continue à monter. 26e édition cette année. Comme on dit à la blague au bureau, c'est quand même une étude qui a plus de vécu que plusieurs de mes collègues, mais qui se garde jeune année après année. Réputation, donc, rappelons-le, c'est la seule étude qui procure une analyse sectorielle complète de la réputation au Canada. Cette année, plus de 370 entreprises, 377 pour être précis, total. Donc, Québec, Canada, avec cette année 38 000 Canadiens qui ont complété ce sondage, dont près de 17 000 au Québec. Donc, comme chaque année, la collecte a lieu de la mi-décembre à la fin janvier. Petit aparté pour vous dire qu'il y a une période de questions à la fin, puis on vous demandera pour cette période de questions d'utiliser le bouton Q&A, si vous me pardonnez l'anglicisme, qui est en bas de l'écran. Donc, comme je le mentionnais, si la collecte a toujours lieu au même moment de l'année, le contexte de la collecte, lui, change année après année. Donc, pour nous en parler davantage, j'inviterai mon estimé collaborateur, vice-président exécutif et non moins associé, Christian Bourque. Christian. Merci, Eric. Et puis, je t'invite à m'interrompre à n'importe quel moment. On travaille sur ce dossier-là depuis des mois ensemble, donc hésite surtout pas. Éric mentionnait justement l'aspect du contexte dans lequel l'étude est réalisée. On l'a vu à travers le temps. Je travaille sur cette étude-là depuis la fin du 20e siècle. Donc, on s'aperçoit qu'à chaque année, il y a des changements. Les répondants vont justement réagir à ce que les entreprises font, à ce que les entreprises disent, mais aussi à qu'est-ce qui change dans leur univers, dans leur environnement. Désolé de vous remontrer encore le virus qui est à l'écran ici, mais on se faisait la réflexion en discutant ensemble que c'est la première fois, en tout cas de l'ère moderne, où on vit deux crises, une après l'autre, sans même pas avoir un week-end de pause entre les deux. Si on se souvient, quand il y a eu le crash boursier du début du siècle, ça a donné lieu aux années 30, aux années folles. Après cette grande crise-là, est venue une période de répit où on a pu se laisser aller un peu, lâcher un peu de l'Est. Après la Deuxième Guerre mondiale, prochaine grande crise, il y a eu ensuite les années 50, le début des 30 glorieuses. C'était une époque où tout était possible. Arrive la grande crise économique de la fin des années 70 et ensuite la récession de 80-81. Qu'est-ce que ça a donné? Avec ses bons et ses mauvais côtés, ça a donné les années 80, où encore une fois, ça a été des années un peu folles. Il faut se souvenir de la chevelure des membres de Glass Tiger pour seulement se rappeler les années 80. Mais ça a été des années un peu éclatées. Arrive la crise de la COVID, la crise sanitaire qu'on a connue. Et durant cette crise-là, on se disait souvent avec des clients, avec des collègues, est-ce qu'on va vivre après ça des espèces d'années folles, encore une fois, où pour se remettre psychologiquement, mentalement de cette crise-là, on va un peu lâcher notre fou? Eh bien non. En l'espace d'un week-end, on est passé d'une crise sanitaire à une crise financière. Cette crise-là du coût de la vie, de l'inflation que l'on connaît, déjà que la pandémie nous avait un peu ébranlés psychologiquement, mentalement, puis aussi dans nos habitudes de vie, dans l'ensemble de ce qu'on est et de ce qu'on vit. Eh bien, cette nouvelle crise-là est venue encore comme si on avait tourné l'autre joue. Si on ne fera pas un rappel biblique à la veille de Pâques, mais comme si on avait tourné l'autre joue, puis on avait attrapé une autre. Donc, il faut voir le consommateur dans ce contexte-là où il est dans le cycle d'essorage de sa machine à laver depuis 3 ans sans répit. La crise que l'on connaît en ce moment, la crise du coût de la vie, ben, c'est 12,5 d'inflation depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui. 12,5 c'est quand même énorme en termes de crise inflationniste. Regardez aussi la hausse du coût directeur, du taux directeur de nos banques centrales ou de la Banque centrale du Canada, dans notre cas particulièrement. Pour ceux qui ont acheté une nouvelle maison en 2017 et 2021,
tout était possible avec des taux d'intérêt extrêmement bas. On pouvait se permettre un petit peu plus. On avait une marge de manœuvre supplémentaire. Cette marge de manœuvre-là, ben, elle nous a été dérobée au cours des derniers mois. Ceux qui vont renouveler leur hypothèque en 2023, en 2024, jusqu'à temps que les taux directeurs possiblement reviennent plus près des 2,5 %. Bien, ils vont la trouver très dure. Donc, c'est dans ce contexte-là de forte anxiété financière, on va le voir dans quelques instants, d'incertitude, que le consommateur va réagir à ce qui se passe dans son environnement. Quand on parle d'anxiété financière, on a posé la question, nous, à la fin novembre ici, 46 des Québécois sur le marché du travail disent vivre de paye en paye. Le bas de laine, le coussin, peu importe comment on peut l'appeler, ben c'est quelque chose qui appartient à certains privilégiés. Mais la moitié des gens qui nous entourent, quand vous allez rentrer dans le métro aujourd'hui, quand vous marchez sur la rue, une personne sur deux que vous croisez vit de paye en paye. C'est d'ailleurs 53 chez les 25-34 ans, par exemple, où c'est encore plus important. Donc, on n'a pas ce coussin-là. Nos amis de chez Centraide, quand on regardait, puis on va voir les résultats dans quelques instants, quand on regardait cet élément de la crise financière, eux disaient, il y a la moitié de la population qui est à une bad luck de se retrouver près de la rue. Effectivement, ce n'est pas faux. Ce que ça crée, tout ça, vivre de paye en paye dans un contexte inflationniste, ce qui fait que, et c'est là le résultat de l'indice d'anxiété financière qu'une de nos collègues a créé avec les gens de Centraide. C'est là où on s'aperçoit, encore une fois, que 42 des Québécois, des Québécoises vivent un niveau modéré à supérieur d'anxiété financière au point où certains devraient possiblement consulter pour cette forme d'anxiété-là. Et 85 des Québécois, des Québécoises ressentent de l'anxiété financière en ce moment. 85 ça veut dire, si ce n'est pas vous personnellement, ben, c'est votre frère, votre sœur, votre mère, c'est la plupart des gens qui vous entourent. En ce moment, le consommateur québécois est très fragile. On disait aussi récemment, Christian, là, que le taux d'endettement des cartes de crédit, là, qui a fait un bond là, de 15 là, depuis la dernière année. Là, donc, en un trimestre seulement, effectivement. Et ce qui était intéressant, c'est que, puis merci de le mentionner, avant d'entrer dans la crise sanitaire qu'on a connue, le taux d'endettement moyen des Canadiens était de 186 de leur revenu annuel. Il est baissé à 177 durant la pandémie. Effectivement, les changements dans nos habitudes de vie ont fait que, généralement, on a pu baisser notre taux d'endettement et en date de la fin décembre, notre taux d'endettement au Canada était retourné à 185 Donc, pas de gain finalement durant la période pandémique. Et effectivement, ce que ça crée, c'est un déplacement de la consommation vers du crédit à court terme pour bien des ménages, ce qui risque tout simplement d'augmenter l'indice d'anxiété financière. Et on vient de terminer la nouvelle collecte de données. Et sans rien divulgacher, la situation que vous voyez là, qui va être publiée dans quelques jours, c'est certainement pas amélioré au cours des derniers mois. On parlait de cette crise inflationniste. Bien, c'est sûr que après le logement, l'alimentation est le deuxième poste de dépense le plus important des ménages. Donc, la façon pour la grande majorité des gens de prendre conscience, de prendre connaissance de l'augmentation des prix rapides, c'est en faisant son épicerie hebdomadaire ou quotidienne pour certains. Donc, on voit aussi l'augmentation du panier d'épicerie moyen aussi ébranle la confiance des consommateurs, la confiance envers leurs propres finances personnelles, mais aussi, et c'est ce qu'on réalise, leur confiance à l'égard des grandes entreprises qui les entourent. Quand on regarde nos résultats de cette année, on a une variation moyenne des scores 2022,2023 de -2. Autrement dit, si vous regardez vos résultats après ce webinaire-là pour votre entreprise à vous, bien, si vous avez -2, vous êtes dans la moyenne des entreprises cette année. Vous pouvez dire, bien, -2, c'est peut-être pas si important. Sauf que ce qu'on regardait, puis si vous étiez avec nous pour l'an dernier à notre webinaire, ce qu'on voyait, c'est que sur les 10 dernières années jusqu'en 2022, les entreprises avaient perdu en moyenne 10 points de réputation. Et là, ils s'en ajoutent un autre 2 cette année. Donc, la tendance baissière qu'on voyait au cours de la dernière décennie, bien, elle se poursuit de façon relativement importante cette année.
Et c'est une variation moyenne, c'est-à-dire, on va le voir dans quelques instants. Cette année, il y a eu des très bonnes nouvelles pour un certain nombre d'entreprises en termes de réputation grâce à des changements qu'ils ou elles ont apportés là, dans leur gestion. Mais en moyenne, donc, malgré certains résultats positifs, la moyenne est à -2. Ce qui nous donne 24 sur 35 secteurs d'activité que l'on mesure dans l'étude de réputation qui sont en baisse au niveau, qui ont une moyenne négative. Et à l'intérieur de ceux-là, certaines fois, il y a des joueurs qui gagnent, mais encore une fois, la majorité des joueurs perdent cette année. Donc, le contexte d'insécurité financière que l'on vit en ce moment affecte la confiance que l'on a envers les entreprises. Si on regarde certaines des variations, on a mis des exemples ici. Les banques sont à -2. On va le voir, pourtant, il y a des banques qui ont des scores qui sont à la hausse. L'immobilier est à -3, les épiceries sont à -4, encore une fois, en moyenne. Les entreprises publiques aussi baissent de façon importante à -5. Mais les trois premières, les banques, l'immobilier et l'épicerie, bien, un peu, ce sont des messagers du contexte financier que l'on vit. C'est à l'épicerie qu'on prend compte de l'augmentation des prix. C'est quand on va parler à son courtier immobilier pour une transaction à venir, soit pour acheter ou pour vendre, où là, on s'aperçoit que c'est moins facile que c'était il y a quelques années. Et aussi, ben, notre banque est celle qui nous révèle que, bon, ben, nos REER ont un peu baissé, le marché n'est pas si bon que ça, qu'effectivement, notre taux d'intérêt a augmenté. Donc, ce sont un peu les trois grands messagers du contexte difficile dans lequel on vit. Et effectivement, les consommateurs semblent, à quelque part, leur reprocher le contexte qui nous entoure. Les consommateurs, dans ce contexte-là, vont avoir besoin quoi? D'entreprises, on le disait, Éric, plus vertueuses, des entreprises qui sont plus empathiques, des entreprises qui vont parler à leurs consommateurs en leur démontrant qu'ils comprennent la situation que vivent présentement les consommateurs québécois. On donne un exemple, encore une fois, on poursuit sur l'impact du contexte financier sur certaines entreprises. On regarde, par exemple, dans ce cas-ci, le cas des épiceries. Les grands épiciers traditionnels, conventionnels, IGA, Métro, Provigo, connaissent des baisses importantes. Encore une fois, ils sont un peu le messager de l'augmentation des prix partout dans la chaîne d'approvisionnement et ont tendance à écoper d'une part du blâme chez les consommateurs. Sauf que de l'autre côté de l'équation, les marques ou les bannières qui sont des escompteurs, eux, gagnent un petit point chez Super C, mais c'est contraire à la tendance baissière qu'on observe cette année. +2, c'est chez Maxi, qui sont en fait même des bannières de IGA et de Métro ou de Provigo à +2. Tigre Géant est à +2 et roulement de tambour, qui est à +10 cette année? Dollarama. Conséquence directe du contexte que les consommateurs sont en train de vivre. Donc, encore une fois, si la moyenne des entreprises est de -2, ça prend en considération des +10 et des ++ qu'on va voir dans quelques instants pour certaines autres entreprises. Mais on voit ici comment le consommateur réagit, est un peu épidermique dans le contexte particulièrement difficile que l'on vit présentement. Dollarama qui marque pas seulement des points dans notre sondage réputation, mais de toute évidence à la caisse enregistreuse et en bourse. Là, oui. D'ailleurs, leur quatrième trimestre de 2022, donc celui de l'automne, est un trimestre record pour Dollarama, qui est récompensé par les consommateurs, comme tu le dis, autant à la caisse enregistreuse que dans l'étude réputation, effectivement. On a aussi posé des questions supplémentaires cette année pour essayer d'un peu mieux comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Sans grande surprise, 87 des consommateurs québécois nous disent que pour faire affaire avec une entreprise, la réputation de celle-ci est importante. Donc, on porte attention à la réputation des entreprises qui nous entourent, mais ça, on ne sera pas tant surpris. Vous tous, d'ailleurs, travaillez très fort pour maintenir, améliorer votre réputation sur le marché. Vous avez raison, les consommateurs, ils portent attention. Là où il y a un peu une lumière jaune assez foncée qui s'allume, c'est que 36 des consommateurs nous ont dit « J'ai décidé de ne plus acheter ou de consommer un produit ou une marque à cause de la réputation de cette entreprise-là au cours de la dernière année. » Donc, il faut toujours garder à l'esprit que même si on performe bien, même si tout va bien, on n'est pas à l'abri de décisions de consommateurs qui décident de nous quitter, qui décident de ne plus nous aimer au cours d'une année. La réputation, ça demeure et ça demeurera toujours quelque chose d'infiniment fragile.
Le tiers des consommateurs pourraient vous quitter demain si quelque chose vous arrivait. On va voir un exemple assez éloquent tout à l'heure. 66 des consommateurs, même dans un contexte difficile comme en ce moment, disent « Je serais prêt à même payer un peu plus cher. » On a moins de sous, entre guillemets, mais encore, on a cette intention-là, on a cette volonté-là de dire « Je serais prêt à vous donner un peu plus parce que vous avez une bonne réputation. » Ils ne seront peut-être pas capables de le faire à court terme pour toutes sortes de considérations, mais encore une fois, l'élan, c'est-à-dire cette capacité du consommateur de dire « J'aimerais ça te montrer un peu ma reconnaissance envers les efforts que tu fais, elle existe quand même. » Donc, encore une fois, il est possible de marquer des points en termes réputationnels, mais dans le même sondage, les répondants disent « Mais je peux t'enlever ma confiance très rapidement aussi. » Par le fait même, on posait des questions, on s'intéressait notamment étant donné que les gens portent attention à la réputation des entreprises, regardent, veulent voir ce que les entreprises font et aussi veulent prendre connaissance s'il y a des mauvais coups qui arrivent aussi. Ils veulent être en mesure d'en prendre connaissance. On leur a demandé, est-ce que vous portez davantage attention aux médias traditionnels ou aux médias sociaux quand il s'agit d'en apprendre sur les marques ou les entreprises que vous connaissez? On n'est pas très, très surpris de voir le portrait suivant. Ça veut dire, en bas de 35 ans, essentiellement, c'est les médias sociaux qui nous informent sur ce qui se passe dans le domaine réputationnel. Chez les 35-44 ans, c'est un peu la génération de transition. Donc, on est un peu plus divisé. Et là, aussitôt qu'on arrive dans les 45 plus, on en fait partie, je pense, Éric, des 45 plus. Mais là, à ce moment-là, ce sont les médias traditionnels qui prennent le dessus en termes de sources d'informations sur les entreprises. Cette donnée-là n'est pas surprenante, mais ce que ça nous rappelait à nous, c'est qu'il faut être excellent sur l'ensemble des plateformes quand il s'agit de défendre sa réputation. Il faut que notre webmaster sur Twitter soit aussi bon que celui d'Hydro-Québec. Il faut ensuite que notre stratégie en termes de relations publiques, de communication, de plateformes publicitaires, de messages, il faut être bon partout en ce moment. Si on veut ensuite rassembler l'ensemble des Québécois, des Québécoises derrière son image de marque, de toujours travailler sur cette espèce de réservoir de bonne volonté que les gens sont prêts à nous accorder, bien, il faut être excellent partout et avoir des yeux et des porte-voix tout le tour de la tête. Oups, pardon. Si on regarde au niveau des variations par secteur, à chaque année, on montre un peu cette information-là. C'est là où on voit que les secteurs en hausse, pas de surprise, les magasins à rabais. Et peut-être pour oublier un peu que les prix montent, les brasseurs sont en hausse aussi cette année. Sinon, essentiellement, les variations sont très petites. On a quelques secteurs qui sont relativement stables en termes de moyenne pour le secteur. Et ensuite, comme on le mentionnait d'entrée de jeu, bien, la majorité des secteurs connaissent des baisses en termes de score moyen, ce qui nous donne une variation moyenne pour l'ensemble de nos 377 entreprises de -2 au total. Donc, effectivement, c'est une année plus difficile au niveau de la réputation des entreprises. Commençons avec les plus fortes baisses. Vous allez voir ici des entreprises de différents secteurs qui, pour toutes sortes de raisons, vivent des baisses relativement importantes. Commençons par la fin. À -11, Sunwing, on n'est peut-être pas si surpris que ça. Ça a commencé avec la crise des influenceurs, si on se souvient du fameux voyage à Tulum. Par la suite, il y a eu aussi l'été dernier des gens qui avaient de la difficulté à revenir de leur destination soleil. Donc, plusieurs événements au cours de l'année ont fait que, encore une fois, le public réagit à ce qui se passe dans l'actualité. Donc, -11, malheureusement, pour Sunwing. Groupe Sélection à -12, encore une fois, ce n'est pas une surprise énorme. On sait, se sont placés sous la protection de leurs créanciers, l'ancien président qui a voulu réacquérir l'entreprise. Donc, il y a eu des mauvaises nouvelles au cours de l'année au Groupe Sélection et, encore une fois, le public a réagi. Le CF Montréal, donc -12, bonne performance sur le terrain, mais toute la crise entourant le rebranding, si vous me permettez l'anglicisme, donc l'entreprise réagit en modifiant son logo, encore une fois, celui que vous voyez apparaître à l'écran pour essayer d'apaiser un peu une certaine grogne. Bien, effectivement, les gens réagissent négativement. Il y a eu des départs de joueurs vedettes aussi à l'automne. Tous ces éléments-là font que le public réagit. L'entraîneur, effectivement, tout à fait.
Arrive ensuite Rogers à moins 13. Rogers qui a connu, entre autres, une crise majeure qui était une panne sur l'ensemble du pays qui les a beaucoup affectés. Entre autres, Éric, il y avait un article qui portait justement sur cette crise-là. 10 millions de Canadiens qui ont été touchés le 8 juillet 2022. Certains s'en souviendront probablement. Ouais. Il y avait une clip là, de Tony Staffieri, là, PDG, qui était succulente, où il disait « Ce jour-là, nous avons échoué à être le réseau le plus fiable au Canada. » Ça nous fait penser un peu au PDG de Maple Leaf Foods à l'époque. De la crise à l'hystériose, effectivement. Donc, encore une fois, les gens leur font des reproches. Ford, série de mauvaises nouvelles durant la dernière année aussi. Les gens réagissent. L'année précédente, c'était en fait les retards de livraison sur certains modèles parce qu'il manquait de microprocesseurs. Ensuite, cette année, ça a été une série des mises à pied qui ont été annoncées. Des rappels de modèles. Des rappels de modèles, il y en a eu certains aussi. Encore une fois, les gens réagissent. Ouais. Intelcom qui ont eu un enjeu en pleine période des fêtes, les gens leur rappellent aussi. Yule, ce qui est intéressant et pas intéressant, malheureusement, c'est un score de moins 20. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens semblent reprocher à l'aéroport des problèmes qui sont reliés à la livraison des bagages, ce qui est en fait la responsabilité des transporteurs, semble écoper aussi pour les longues files aux douanes, alors que c'est un service qui est offert par le gouvernement du Canada et non pas par l'aéroport. Même chose au niveau des passeports, des retards de vol qui sont le fait des transporteurs. Et finalement, les gens blâment un peu le messager, c'est-à-dire celui qui gère l'immeuble, pour un ensemble d'enjeux ou de problèmes qui ne sont pas directement de son ressort. Mais effectivement, les gens réagissent. GLS, ici, dans leur cas, c'est un changement de nom. Donc, c'est une baisse importante de la notoriété sous le nouveau nom de l'entreprise. Il y a quelques années, Beneva, à sa première année, aussi avait connu le même phénomène, c'est-à-dire maintenant, il faut retravailler pour augmenter la notoriété de l'entreprise. Et à moins 26, notre ami Elon Musk chez Twitter. Donc, baisse de 26 de la réputation depuis qu'il a fait l'acquisition de l'entreprise, on se souvient, à 46 milliards de dollars. Mais au-delà de l'indice réputation, où il y a une baisse de moins 26, il y a aussi une baisse de 26 milliards dans l'évaluation boursière. Oui, exactement. 20 millions d'abonnés aussi qui ont claqué la porte. Oui, à la fin de l'année, 20 millions d'abonnés en 4 mois qui ont fermé leur compte Twitter. Donc, effectivement, pour M. Musk, ce n'est pas l'année la meilleure. La réputation, on voit là que c'est concret. Oui. Et effectivement, il a fait l'acquisition de l'entreprise en payant 46 milliards. Elle est maintenant évaluée à 20 milliards. Donc, effectivement, un point de réputation par milliard de dollars pour notre ami Elon. Un cas intéressant, quand on dit que les gens réagissent rapidement, nous avions mesuré au mois de décembre la réputation de Netflix. Ils étaient à 70 de score de réputation, plus 4 comparativement à l'année dernière. Ça les plaçait dans le top 20 des entreprises les plus admirées. Il y a un petit courriel qui va fuiter au Chili. Et en l'espace de quelques heures, c'est là où il y a l'annonce, effectivement, qu'on empêcherait le partage de mots de passe à l'avenir. Vous connaissez un peu la suite. Eh bien, en cette semaine, la réputation de Netflix a baissé de 30 points. Donc, nous sommes retournés en terrain à la mi-février pour aller mesurer Netflix. On s'est dit, le contexte dans lequel Netflix était en début décembre n'existe plus maintenant. Eh bien, on le voit, les consommateurs réagissent, encore une fois, de façon assez épidermique, avec une baisse de 30 points de sa réputation. Il serait maintenant même pas dans le top 150, alors qu'il était 6 semaines auparavant dans le top 20. C'est notre plus forte baisse, je pense, de l'histoire de réputation. Oui, la effectivement. plus forte remonte à, je me souviens plus de l'année, mais le Dieselgate là, de Volkswagen. Qui absolument. ses tests. Et puis la deuxième baisse la plus importante était la crise des freins chez Toyota, qui était peut-être 2 ans ou 3 ans après celle de Volkswagen, effectivement. Allons-y avec nos plus fortes hausses.
Assez des mauvaises nouvelles. On va aller avec les bonnes nouvelles cette année. On commence encore une fois par le bas du tableau. Donc, SNC-Lavalin, plus 9. SNC-Lavalin, on connaît la crise majeure qu'ils ont vécue, mais commence tranquillement à se relever avec un score de plus 9 au Québec. Bombardier plus 9, ça vaut la peine de s'y arrêter parce qu'il y a quelques années, avec l'ensemble des événements qui s'étaient déroulés, on se souvient, bon, la vente d'un certain modèle à Airbus, il y a eu plusieurs événements. Mais là, avec un certain travail acharné, on a recentré les activités de l'entreprise et là, ça devient payant au niveau réputationnel. Plus 9, c'est quand même une hausse significative quand même pour l'image de marque de Bombardier. Je vous mentionnais Beneva tout à l'heure. Bien, effectivement, le travail important qui est fait au niveau de la notoriété de la nouvelle marque de Beneva à travers le temps, ça devient maintenant payant avec un score de plus 9. Donc, on a rétabli un peu ce qui était la notoriété des deux anciennes grandes entreprises qui font maintenant partie de Beneva. Donc, ce travail-là est payant pour l'entreprise. Maintenant, vous allez voir deux marques de Desjardins qui apparaissent à l'écran, plus 10 pour Desjardins Assurance Générale, plus 11 pour Desjardins Assurance. On ne vous montre pas ici aussi le plus 5 de Mouvement Desjardins dans l'institution financière, qui en fait est la seule institution financière qui a un score positif cette année. Tous les autres sont en baisse pour les raisons du contexte financier dans lequel on vit, que l'on vous mentionnait tout à l'heure. Mais Desjardins est la seule qui est en hausse. Donc, elle qui avait vécu une grande crise, quand on parlait de la crise de Netflix, la crise du Dieselgate, on se souvient de cette crise-là chez Desjardins il y a un peu plus de 3 ans. Bien là, elle continue. C'est un peu comme si elle avait tourné le coin finalement pour revenir à des valeurs réputationnelles qui étaient celles d'avant cette crise-là. Donc, encore une fois, si on vous montrait l'ensemble des marques qui appartiennent ou qui sont sous le nom général de Desjardins, toutes ces marques-là sont en hausse de façon significative cette année. Walmart, Dollarama, bien, effectivement, sont des héritiers directs du contexte actuel en termes de bons assez vertigineux au niveau de leur réputation. Et nos chers amis du Canadien de Montréal. En fait, ce n'est pas plus 18 parce qu'ils vont gagner la Coupe Stanley cette année. C'est essentiellement que leur grande crise, ils l'avaient vécue l'année dernière. Au moment où on avait fait cette mesure-là, il y avait eu le départ du directeur général, de l'entraîneur. Il y avait eu un ensemble de crises. Ils avaient à gérer la crise Logan Mayou, on se souvient très bien. Et l'année dernière, ils avaient connu une baisse pratiquement record en termes de réputation. Et cette année, bon, ben, l'image de marque de l'entraîneur est très positive, jeune équipe prometteuse. Donc, effectivement, le Canadien de Montréal se replace un peu en termes de score de réputation. Si on regarde maintenant au niveau de notre palmarès, donc, quels sont on n'a pas ajouté l'effet sonore du roulement de tambour, mais c'est tout comme. Donc, regardons les 10 entreprises les plus admirées des Québécois dans l'édition de 2023 cette année. En 10e place, Samsung. Samsung est un fidèle du top 20 depuis des années. C'est une entreprise qui fait beaucoup de bruit publicitaire sur ses nouveaux modèles, peu importe dans quel secteur d'activité on les regarde, mais qui sollicite rarement de mauvaise presse. On entend peu parler, sinon par la bouche elle-même de Samsung, ses publicités sur ses modèles qui arrivent sur le marché. Une réputation en termes de fiabilité qui est excellente aussi à travers le temps. Donc, se maintient toujours dans le top 20 et cette année, dans le top 10. En partie, la présence de Samsung dans le top 10, c'est que nos deux grands épiciers, Metro et IGA, en sont sortis à cause de la crise actuelle. En 9e place, on retrouve le Cirque du Soleil qui était disparu du top 10 depuis les dernières années. Et là, on y revient en 9e place. En 8e place, Microsoft. Encore une fois, Microsoft a eu des problèmes de mauvaise opinion à travers le temps qui avaient tendance à plomber un peu leurs résultats, mais l'image de marque de Microsoft s'améliore au cours des dernières années. Et là, maintenant, dans le top 10, n'était même pas dans le top 20 il y a à peine 4 ans. YouTube en 7e place. YouTube, parmi l'ensemble des médias sociaux, en est un qui réussit
à travers le temps, a augmenté son score de réputation. Et un phénomène intéressant, quand on avait fait une présentation conjointe avec nos amis de chez Google, Google présentait des résultats, des changements de nos comportements durant la pandémie. Et le principal changement ou le changement le plus spectaculaire en termes des habitudes des internautes durant la pandémie, c'est le nombre de requêtes de type how to ou comment faire, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'Internet, non pas seulement comme une vitrine, mais comme un conseiller dans différents domaines. Comment installer une tablette, comment refaire son deck, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire. On parle durant cette période-là de chiffres très comparables entre Google et YouTube, une hausse durant les 2 années de la pandémie de 400 du nombre de requêtes how-to sur les 2 médias. Et en tout cas, les gens semblent récompenser YouTube, donc qui est devenu un fidèle conseiller durant cette période-là. Donc, YouTube en 7e place. Canadian Tire, indélogeable, indémodable, en 6e place, encore une fois, cette année. Dollarama retrouve une 5e place avec un plus 10. Donc, avait déjà été dans le top 10. Puis quand on regardait les résultats ensemble, Éric, Dollarama a fait son entrée dans le top 10 durant la crise financière de 2008-2009. Et par la suite, était sorti du top 10 pour être dans le top 20, top 30 les années suivantes. Et là, revient dans le top 10. Encore une fois, les résultats de l'étude de réputation sont, somme toute, logiques avec le contexte dans lequel on vit. Sony en 4e place, je vous dirais copier-coller de Samsung, un peu le même phénomène de leur part. En 3e place, Interac. Interac, c'est intéressant de le voir là, puis je vous en reparle quand on va comparer le top 10 québécois avec le top 10 canadien dans quelques instants, mais en 3e place cette année. 2e place, Jean Coutu. Jean Coutu qui était première l'année dernière. Donc, Jean Coutu en 2e place cette année. On trouve de tout, même un ami, on le sait, Jean Coutu a une place particulière dans le cœur des Québécois et ça se poursuit. Et en première place, pour le commun des mortels, le service gratuit le plus utile. Et donc, Google retrouve la première place cette année. Mais encore une fois, quand on y revient au niveau des scores de réputation, Google est première avec un score qui ne l'aurait même pas placé dans le top 10 il y a 11 ans maintenant. Donc, il y a baisse générale de la réputation à travers le temps. Google, avec Jean Coutu, continue à s'échanger la première place au fil des années. Maintenant, si on compare avec notre top 10 canadien, vous verrez qu'il y a certaines similitudes entre les deux, mais il y a une différence, c'est celle d'Interac. Dans la langue canadienne anglaise, les gens n'ont jamais dit « je vais te payer ça par Interac » ou « je vais te faire un virement Interac ». Les gens, dans le langage commun, cette expression-là n'existe pas. Alors qu'au Québec, Interac est devenu un peu comme l'équivalent de Kleenex ou Frigidaire. Donc, c'est-à-dire la marque Interac est devenue le mode de paiement lui-même, ce qui fait que Interac a toujours un différentiel positif dans sa réputation entre le Québec et le reste du Canada, ce qui demeure une différence culturelle assez intéressante. Maintenant aussi, comme on vous le présente à chaque année, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur ce tableau-là, mais prenez le temps de voir votre secteur d'activité et de voir qui est le champion par secteur. Mais moi, je voulais attirer votre attention. Vous allez reconnaître un ensemble de grandes marques parmi qui sont les gagnants dans leur secteur d'activité. Mais retournons à Hydro-Québec pour un instant. Hydro-Québec est aujourd'hui en 31e place des entreprises les plus admirées au Québec. En 1998, Hydro-Québec était en première place de notre indice réputation. Plusieurs événements ont mené à travers le temps à l'effritement de la réputation d'Hydro-Québec. Il y a une dizaine d'années, Hydro-Québec n'était même pas dans les 200 entreprises les plus admirées au Québec. J'irais même jusque dans les 5 dernières places. Là. Oui. Donc, oui, il y a eu une année, entre autres, où il y a eu un creux historique.
Donc, une perte d'environ 300 places de réputation à travers le temps. Par la suite, avec l'arrivée de M. Martel à la présidence. Ensuite, Mme Brochu qui a pris le relais. Au cours des 7 dernières années, Hydro-Québec est sorti des bas-fonds du classement de réputation pour aujourd'hui être en 31e place, ce qui est quand même un exploit pour cette entreprise-là. Donc, on fait seulement que souligner eux, mais en fait, félicitons l'ensemble des entreprises là, qui sont en première place de leur secteur d'activité respectif. Il y a aussi à l'intérieur de l'étude réputation, la réputation au niveau de la marque employeur. Pour ceux qui sont des acheteurs de l'étude, il y a toute une section avec des résultats en détail sur chacun des indicateurs de la réputation employeur, qui est bâti en fait sur 4 indicateurs. Est-ce que ça a l'air d'être une entreprise où l'ambiance est agréable, on a le goût d'y travailler? Est-ce que cette entreprise-là a un avenir prometteur? Est-ce que quel est son degré d'attractivité, soit pour moi comme employé ou soit pour un proche, si je suis par exemple une personne retraitée ou qui n'est pas sur le marché du travail? Et est-ce que les valeurs de l'entreprise correspondent à mes valeurs à moi? Ce qui va nous donner un top 10 qu'on présente ici rapidement, mais on a aussi le top pour l'ensemble des entreprises. On a le classement général pour l'ensemble des entreprises au niveau des grands employeurs. Et ici, Hydro-Québec est effectivement première, 31e parmi l'ensemble des entreprises en termes de réputation et première au niveau de la marque employeur. Éric, je te cède la parole. J'ai déjà trop parlé. Je vois qu'il est déjà 9h40, puis on a promis de vous laisser partir avant l'heure. Donc, Éric, je te retourne la parole. Alors, merci, Christian. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, avant de passer à la période de questions, je veux juste vous dire que vous recevrez, si je ne me trompe pas, cet après-midi ou plus tard, petit livret, bouclette pour les intimes, contenant certains des résultats donc publics de cette étude-là. Ce webinaire était enregistré, donc vous aurez également la possibilité de télécharger et l'écouter ou le partager avec quelqu'un qui n'aurait pas pu être présent ce matin. Et donc, il y a aussi, ce matin, en principe, je suis embargo jusqu'à 10 heures. Donc, dans une vingtaine de minutes, ça devrait être disponible. Il y a un papier de Dominique Talbot qui sera disponible sur le site du journal Les Affaires. Donc, on peut y aller maintenant peut-être avec la période de questions, toujours en utilisant le petit onglet Q&A en bas. Ça semble être clair. Oh, on a des questions plus pointues ici. Joanne, je pourrais te répondre privément. On nous demande ici, je m'explique mal la position de Sony. Que font-ils de si bon? Ah. Spontanément, moi, je pense que, justement, c'est peut-être juste le fait de rien faire de mal là, dans cette période. Il y a ça. Oui, puis en passant, bonjour Marc. Je vois que c'est toi qui posais la question. Merci d'être là. Sony, c'est un peu comme Samsung, c'est-à-dire que sollicite rarement de la mauvaise presse. Leurs produits, généralement, ont des très bonnes, ont une très bonne réputation en termes de longévité, en termes de fiabilité, dans l'ensemble des indices là, qui sont disponibles publiquement sur cette question-là. Donc, ça, c'est deux des éléments qui sont là. Tout ce qui est la série des PS4, PS5 aussi ont habituellement des cotes en termes réputationnels qui sont très élevés. Et puis, l'étude de réputation puis le classement de réputation est relié à deux choses. Puis je pense que c'est peut-être bon de le rappeler, Eric. En fait, notre question, tout simplement, ou le score de réputation que vous voyez, c'est le solde de la bonne opinion moins la mauvaise opinion. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire pour se retrouver dans le haut du classement, il faut avoir une notoriété pratiquement totale, c'est-à-dire tout le monde nous connaît. Et puis, il y a le moins de gens possible qui ne nous aiment pas.
Donc, c'est le cas de Sony, c'est-à-dire un peu comme Samsung, à peu près aucune mauvaise opinion à l'égard de Sony et Samsung, alors que tout le monde connaît ces marques-là. C'est un peu la même raison, par exemple, au Canada anglais, où Campbell's va se retrouver dans le top 10, c'est-à-dire tout le monde connaît Campbell, mais et personne n'en a une mauvaise opinion, qu'on soit consommateur ou non. Donc, ce qui fait que pour se hisser dans le top 10, il faut que notre notoriété soit extrêmement élevée et qu'on sollicite le moins de mauvaises opinions possible. Et Sony, dans cette équation-là, est gagnante année après année. Oui, effectivement. Petite question ici intéressante, là, les tendances à surveiller, commenter du côté du secteur des médias. Pendant que tu expliquais un peu sur Sony, je suis allé voir dans notre autre fichier là, sur qu'est-ce qu'on pouvait voir d'intéressant dans le secteur des médias. Ben, on constate que la situation n'est pas vraiment mieux que pour ce qui a trait à l'ensemble des entreprises dans notre édition 2023 avec une variation moyenne de -3. Je constate que pour la très forte majorité, là, tous les médias traditionnels ont un score négatif. Là. Il y a du Radio-Canada à -4, du Télé-Québec à -7, Novo à -4, Groupe TVA à -5. Donc, la tendance n'est pas, disons, très, très jojo non plus du côté des médias qui sont peut-être aussi, comme tu le disais, d'entrée de jeu, Christian, des messagers qui payent peut-être pour, à force de rapporter du négatif puis des mauvaises nouvelles, peut-être qu'on finit par être victime un peu là, du secteur d'activité lui-même. Ouais. J'en vois. Oui, vas-y, Vas-y, vas-y. Ben, non, mais je voyais à l'instant deux questions, je pense, qui nous interpellent. Comment se définit la réputation? Bon, effectivement, dans le cadre de ce qui est publié, ce qui est rendu public, qui est notre score de réputation, comme on le définissait, c'est la bonne moins la mauvaise opinion. Donc, la question est, avez-vous une bonne, une mauvaise opinion? Vous ne connaissez pas assez pour vous prononcer ou vous ne connaissez pas du tout l'entreprise suivante. Donc, ça prend en compte la notoriété. À l'intérieur de l'étude, c'est-à-dire quand on fouille plus loin, on suit aussi ce qu'on appelle les 6 piliers de la réputation, qu'on suit année après année aussi, puis entre les différents acteurs de chacun des secteurs. Ce sont les 6 principales variables explicatives de la réputation qui sont la performance financière perçue, la qualité des produits et des services offerts, l'honnêteté et la transparence, tout ce qui a trait à la responsabilité sociale de l'entreprise, incluant la dimension environnementale. Et aussi, on a une variable qui est de l'attachement, un peu l'aspect love de la réputation. Donc, on suit en détail l'évolution des différentes marques sur ces 6 leviers-là de la réputation aussi là, à l'intérieur de l'étude. Quelqu'un mentionnait aussi le -5 pour les entreprises publiques. Effectivement, nous aussi, on s'est un peu posé la question, puis je vous le dirais quand on parle comment les Québécois ont l'épiderme sensible au niveau réputationnel. On a mesuré, entre autres, la SAAQ avant les événements des dernières semaines, et malgré ça, l'ensemble du secteur connaissait des baisses. Et on s'est un peu posé la question aussi, pourquoi l'ensemble des entreprises publiques? Parce qu'il n'y en a aucune à peu près, sauf l'AMF qui a un +1 ou +2, là, qui est tout près du zéro, mais toutes les autres entreprises publiques connaissent des scores négatifs. Encore une fois, est-ce qu'on blâme la SAQ à cause du contexte inflationniste qui nous entoure? Est-ce qu'on blâme un peu l'Auto-Québec pour d'autres raisons? Mais encore une fois, et c'est un peu généralisé, cette baisse-là, au niveau de la cote des entreprises publiques, un peu comme si personne n'y échappait. Donc, il y a là un peu, je ne dirais pas une anomalie, mais certainement quelque chose qu'on devrait un peu gratter plus loin, parce qu'on s'est posé la même question, comment se fait-il que donc, excellente question. On se posait aussi exactement la même. Je vois ici là, une catégorie commerce de détail. Là. On a la catégorie, nous autres, plus globale de magasins rayons. Plus précisément sur Simons, ben, globalement, cette catégorie-là fait bonne figure là, avec un 0, là, ce qui, dans les circonstances, est vraiment pas mauvais. Pour ce qui est de Simons, plus précisément, on est à -3 cette année. Donc, par rapport au score de l'an dernier, ce qui place cette année Simons
59e position de notre palmarès. Tout à fait. Je vois peut-être qu'on a le temps pour une... S'il y en a qu'on n'a pas le temps de répondre ce matin, on va y répondre par courriel dans le courant de la journée aussi. Là, une qui est intéressante. La réputation de Twitter a beaucoup baissé en raison d'Elon Musk. Qu'en est-il de la réputation de Tesla? Tesla, oui. Ben, vas-y, Eric. Tesla n'est pas dans le palmarès, mais je pense que de toute évidence, il faudra l'ajouter l'an prochain, peut-être. Oui, mais ça devient intéressant parce que justement, les ventes du dernier trimestre de Tesla ont été parmi leurs meilleures historiquement. Donc, est-ce que les gens font la distinction entre un bon produit, entre guillemets, qui pourrait être Tesla versus le jouet d'Elon Musk? Est-ce qu'il y a ça ou est-ce que c'est que la part de marché des véhicules hybrides électriques aux États-Nis est en train de monter? Donc, je ne connais pas exactement les raisons précises pour lesquelles les ventes de Tesla sont en hausse, parce qu'effectivement, ça semble être deux situations un peu différentes. Dans le cas des deux, si les résultats de vente sont le résultat d'une bonne réputation, mais ce serait certainement à fouiller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, la catégorie immobilière est à la baisse. Donc oui, les grandes bannières, là, catégorie qui affiche une variation de -3 comparativement à l'an dernier là, pour le secteur immobilier. Remax qui fait quand même bonne figure dans les circonstances avec -1, du Proprio -5, Royal à -5 par contre, Sutton 0. Est-ce que ça aura un impact, comme on nous le demande, là, sur la réputation des courtiers? Je pense que la question demeure entière, mais... Il faudrait la prendre en délibéré, comme ils disent, mais mon hypothèse serait que si j'avais à mettre un 2 $ en papier, là, à gager un peu, j'aurais tendance à penser que non, principalement parce que la réputation des courtiers est en hausse assez constante depuis les 25 dernières années, surtout depuis le début des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Mon impression, puis c'est aussi dans l'approche que les courtiers auront avec leurs clients dans un contexte qui est plus difficile maintenant, mais je pense que de plus en plus, les consommateurs vont avoir besoin d'être rassurés, vont avoir besoin de conseils, vont avoir besoin de quelqu'un de fiable, d'une épaule sur laquelle ils peuvent un peu se pencher pour mieux saisir les occasions qui sont sur le marché. Donc, moi, je pense que derrière ça, il se cache un peu une opportunité. Comme on le disait tantôt, les marques, les grandes entreprises, mais aussi les grandes professions, tous ceux qui nous conseillent dans la vie de notre institution financière à notre courtier immobilier. Je pense que la valeur du conseil devrait être plus importante au cours des mois puis des années qui viennent, le temps qu'on sorte un peu de ce contexte d'insécurité qu'on vit en ce moment. Effectivement. On nous demande aussi, fait référence à des questions additionnelles qu'on avait posées cette année, Christian. Donc, 66%, question d'une ancienne collègue que je salue, 66% qui sont prêts à payer plus cher produits ou services d'une entreprise là, qui a bonne réputation. Est-ce qu'elle s'en baisse versus les années précédentes? C'est difficile de te répondre. C'était notre première fois qu'on posait la question, mais je pense que c'est des questions qui sont peut-être là pour rester, là, comme c'est un peu l'histoire aussi de la réputation de la marque employeur. Ça a commencé par une tentative, puis ça fait 5 ans qu'on pose des questions, parce que de toute évidence, les gens apprécient, et d'autant puisqu'on peut maintenant suivre et voir la progression sur les différentes variables. Donc, on posera à nouveau la question, Sophie, puis on pourra te répondre. Oui. Puis la deuxième phrase que tu mentionnes, ou ton commentaire, je pense qu'il est fort à propos. Mon impression, c'est que c'est ça, c'est ce que les gens nous disent dans le contexte actuel. Peut-être qu'ils vont faire des compromis sur la qualité, peut-être qu'ils vont faire des choix de ne pas acheter certains produits dans un contexte où ils sont
dans cette situation-là où ils vont vouloir essayer de trouver des endroits où ils peuvent réduire leurs dépenses. Mais le 66, et je le trouvais plus intéressant en termes d'intention ou de volonté du consommateur. Mais à court terme, je ne pense pas que ce soit effectivement que leur comportement suive leur intention pour les raisons que tu mentionnes, effectivement. Alors, peut-être on nous demande quels sont les piliers les plus importants. Somme toute, sur les 6 piliers, ce sont les 2 piliers de la qualité des produits et services. Somme toute, qui est le premier, je dirais, mais pas très loin derrière, celui de c'est l'honnêteté, hein, si je ne L'honnêteté et la transparence, tout la à fait. transparence qui cartonne en deuxième place. Là. Mais ces 2 piliers-là arrivent loin devant là, les 4 autres piliers. Tout à fait. Donc, ce sont les piliers qui sont, disons, qui ont la plus grande importance là, quand il vient le temps de se faire une opinion d'une entreprise, tout secteur d'activité confondu, tant au Québec qu'au Canada. Alors, je vous remercie pour votre présence en si grand nombre aujourd'hui. On vous laisse quelques minutes pour faire la transition vers votre prochain meeting ou pour l'amorce de votre journée. Et le palmarès en entier va être disponible aussi publiquement ce matin. Donc, si vous voulez aller voir parmi les institutions financières qui est premier, troisième, cinquième, vous allez pouvoir le faire dès aujourd'hui. Ce sera dans le petit livret d'ailleurs qui vous sera envoyé plus tard cet après-midi. Donc, à tous ceux qui se sont inscrits, même ceux qui n'étaient pas présents ce matin. Donc, merci d'avoir été présent en si grand nombre. Merci, Christian. On peut se dire merci à toi, Éric. À l'année prochaine. Merci. Bonne journée.